Dans le cadre du parcours science et fiction, nous sommes amenés cette semaine à travailler sur le portrait de Balthazar Claës, extrait de la recherche de l'absolu d'Honoré de Balzac, publié en 1834. Alors pour commencer, Honoré de Balzac, écrivain français du XIXe siècle, s'est surtout illustré pour ses romans, mais il a aussi été dramaturge, critique littéraire, journaliste, entre autres. Son œuvre monumentale, La Comédie humaine, réunit pas moins de 90 romans et nouvelles. Et dans cette œuvre, Balzac veut donner à voir ce qu'il appelle une histoire naturelle de la société. C'est-à-dire qu'il explore tous les groupes sociaux de son époque, les fait interagir et les fait vivre sous nos yeux. C'est donc dans le courant réaliste que s'inscrit Honoré de Balzac. Même si il est allé chercher aussi du côté du fantastique, par exemple dans La peau de chagrin. Dans son œuvre La recherche de l'absolu, parue en 1834, Balzac nous propose le portrait d'un scientifique devenu fou, se donnant à corps perdu dans sa recherche de l'absolu. Nous nous demanderons comment Balzac met en scène la figure du savant absorbé par son art dans ce portrait réaliste. Pour y répondre, nous diviserons le texte en 3 mouvements. Le premier mouvement, dans lequel Balzac décrit le visage de Balthazar Claës. Le deuxième, dans lequel le narrateur évoque les sentiments contrastés que ressent Balthazar. Puis finalement, comment Balzac évoque la négligence de son personnage. Dans le premier mouvement, Balzac fait donc usage de son art d'écrivain réaliste pour décrire son personnage selon les lois du XIXe siècle, entre physiognomonie, phrénologie et zoomorphisme. On entre dans la description chère à Balzac, riche de détails et très significative, car Balzac est un fervent croyant de la physiognomonie, cette science qui dit que le physique représente le caractère de la personne. Il en a fait beaucoup usage dans son œuvre, et chacun de ses personnages est un représentant des lois de la physiognomonie. Dans le passage qui nous intéresse, qui d'ailleurs est à l'imparfait, tant de la description, donc on pourra relever les verbes tomber et offrer, s'harmoniser, sembler, saillir, paraisser, par exemple. Cette description est logique, elle va de haut en bas, elle commence par les cheveux, puis va vers le front, les yeux, le nez, les pommettes, les joues, la bouche, le menton. Donc cette description nous rappelle le regard du scientifique, une description qui suit une logique scientifique. Puis on a ensuite le regard général sur la figure du scientifique, avec donc l'expression, la forme de sa figure. Et enfin, le nom est tombé, le nom tombe avec Balthazar Claës, pour bien mettre en évidence que ce physique incongru qui vient de nous être décrit ne peut appartenir qu'à ce savant décrépit. Alors ce premier mouvement démarre sur la chevelure. La chevelure, je cite, « son abondante chevelure blonde peu soignée, tombait sur ses épaules à la manière allemande, mais dans un désordre qui s'harmonisait avec la bizarrerie générale de sa personne. » La chevelure est associée ici à 3 adjectifs et une comparaison, abondante, blonde et peu soignée, et on nous dit qu'elle est à la manière allemande. Cette description est complétée par une antithèse, nous avons un désordre qui s'harmonise. Donc le désordre s'harmonisait soutenu par le groupe nominal, la bizarrerie générale. Claës semble être pourvu d'un physique improbable, rien ne fait sens dans ce visage et dès le début, Balzac nous montre l'image d'un savant fou. On poursuit avec le front, qui lui est large, mais ici l'évocation du front large n'a aucune importance sur le niveau physique, c'est pas sa beauté que l'on veut mettre en évidence, éventuellement. Ici, on évoque la largeur du front, car cela fait référence à une théorie scientifique du médecin professeur Gall, qui, au XIXe siècle, crée la science de la phrénologie, c'est-à-dire une science qui se fonde sur l'observation du crâne. Et un front large signifiait notamment une grande intelligence, ou comme le dit ici Balzac, il évoque ici les mondes poétiques. Viennent ensuite les yeux qui sont qualifiés d'un bleu clair et riche, donc 2 adjectifs amélioratifs ici, on peut imaginer des yeux au regard vif d'ailleurs, juste après est évoquée la vivacité brusque. Et cette vivacité brusque, elle n'est pas, encore une fois, anodine, car elle fait lien avec la couleur des yeux de Claës
et celle d'autres scientifiques du 19e siècle. On nous dit les grands chercheurs de causes occultes. Balzac fait ici un lien qui serait évident entre les grands chercheurs des causes occultes et la couleur des yeux. Et donc, comme Balthazar Claës a les mêmes yeux que eux, il est forcément dans cette dynamique de chercheur. On est un peu dans le sophisme ici. Enfin, même pas un peu. On est complètement dans le sophisme ici. Vient ensuite le nez. Donc son nez, sans doute parfait autrefois, s'était allongé et les narines semblaient s'ouvrir graduellement de plus en plus par une involontaire tension des muscles olfactifs. Donc on a encore ici une antithèse qui repose là cette fois sur le passé et le présent. On avait un nez parfait autrefois qui aujourd'hui s'est allongé. Le nez se serait alors déformé sous l'action de l'odorat, parce qu'on nous parle d'une involontaire tension des muscles olfactifs, donc comme s'il était toujours en perpétuelle action de sentir. On voit ici que le scientifique se déforme en raison de son art. Le bas du visage est abordé en une seule phrase, qui met en évidence une nouvelle antithèse, de la beauté à la laideur. Donc Balzac nous dit ceci: les pommettes velues saillaient beaucoup, ses joues déjà flétries en paraissaient d'autant plus creuses, sa bouche pleine de grâce était resserrée entre le nez et un menton court brusquement relevé. Donc on nous dit que les joues sont déjà flétries, que la bouche était pleine de grâce mais qu'aujourd'hui elle est resserrée et que le menton s'en trouve donc brusquement relevé. Encore une fois, le visage du savant semble déformé à l'usage de son art. Et cela est soutenu par 3 hyperboles. On a donc les pommettes qui saillaient beaucoup, les joues qui étaient d'autant plus creuses et le menton qui est brusquement relevé. Balzac nous montre comment la science s'imprime ici sur le visage du scientifique. Ensuite, le narrateur évoque donc la forme de la figure. Donc cette fois la forme de la figure qui est introduite par un comparatif plus longue qu'ovale. Cette forme est comparée à une tête de cheval. On nous le dit, c'est la fin de la phrase. La forme de sa figure était cependant plus longue qu'ovale. Aussi, le système scientifique qui attribue à chaque visage humain une ressemblance avec la face d'un animal eût-il trouvé une preuve de plus dans celui de Balthazar Claës que l'on aurait pu comparer à une tête de cheval. Ici, il y a une animalisation du scientifique, mais cela est justifié par la science, encore une fois, que Balzac invoque à travers le groupe nominal, le système scientifique qui attribue à chaque visage humain une ressemblance avec la face d'un animal. Donc cette science, c'est le zoomorphisme. Balzac se sert ici de la science du 19e pour décrire son personnage. Il ne faut pas voir dans cette comparaison à l'animal un jugement de valeur. Ici, Balzac, au contraire, fait une description très objective de son personnage. Il vient juste mettre la science au service de son art d'écrivain. Donc, comme je le disais, Balzac nous fait dans ce premier mouvement une description objective du personnage et, en prenant appui sur les sciences de son époque, il mêle ici l'image du savant à la science elle-même. Dans le deuxième mouvement, après une analyse minutieuse du visage du scientifique, Balzac met en scène son personnage grâce aux sentiments qui passent sur son visage. Le passage commence ainsi. Sa peau se collait sur ses os, comme si quelque feu sacré l'eût incessamment desséché. Puis par moments, quand il regardait dans l'espace comme pour y trouver la réalisation de ses espérances, on eût dit qu'il jetait par ses narines la flamme qui dévorait son âme. Le passage s'entame donc sur 3 comparaisons en une seule phrase. Comme si quelque feu secret l'eût incessamment desséché, comme pour y trouver la réalisation de ses espérances. Et enfin, on eût dit qu'il jetait par ses narines la flamme qui dévorait son âme. Dans ces comparaisons, nous pouvons retrouver également le champ lexical du feu qui ronge, avec le feu secret, desséché, et la flamme qui dévorait son âme. Donc Claës est présenté comme un savant absorbé par ses recherches, au point d'être dévoré par elle. Le champ lexical du feu est d'ailleurs développé dans l'ensemble du passage. On pourra relever feu, desséché, la flamme, étincelant, le feu, le foyer intérieur. Cette métaphore de la passion du chercheur peut être entendue au sens premier du terme passion, c'est-à-dire qui fait souffrir.
Balzac associe au champ lexical du feu des termes négatifs tels que dévorer, la flamme qui dévorait son âme, chasteté, avec dans ses yeux étincelants dont le feu semblait également accru par la chasteté, puis finalement tyrannie, avec la tyrannie des idées. À la ligne suivante, nous avons donc les sentiments profonds qui animent les grands hommes respirés dans ce pâle visage, fortement sillonné de rides, sur ce front plissé comme celui d'un vieux roi plein de soucis. Mais surtout, dans ces yeux étincelants dont le feu semblait également accru par la chasteté que donne la tyrannie des idées et par le foyer intérieur d'une vaste intelligence. Donc là, nous avons un passage qui est au présent de vérité générale avec les verbes anime et donne. Il y a une volonté ici généralisante de Balzac. Tous les savants sont habités par cette même passion, ces mêmes sentiments. Les sentiments, justement, sont qualifiés de profonds et on y associe également la relative qui anime les grands hommes. Donc ce sont des sentiments nobles et puissants que seuls les plus intelligents peuvent ressentir. Ces sentiments s'impriment sur le visage de Claës. On nous dit que chaque ride correspond à un de ces sentiments violents. On le voit avec l'hyperbole fortement sillonnée de rides et la comparaison comme celui d'un vieux roi plein de soucis. On a ici l'image de l'homme qui a en charge l'humanité. On poursuit avec la métaphore la tyrannie des idées qui donne une image cruelle de l'intelligence et du savoir, ce savoir auquel le savant doit se soumettre corps et âme. Il y avait quand même l'évocation de la chasteté auparavant, donc qui signifie une vie abstinente, une vie pure. On poursuit la phrase suivante. Les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites paraissaient avoir été cernés uniquement par l'éveil et par les terribles réactions d'un espoir toujours déçu, toujours renaissant. Donc il y a ici une insistance sur les yeux. Les yeux, c'est l'image de la vivacité d'esprit. Ici, les yeux sont marqués eux aussi par le travail du chercheur, avec l'hyperbole profondément enfoncée. Et pourquoi sont-ils profondément enfoncés dans les orbites? Eh bien parce que le chercheur a trop travaillé. On nous dit que ses yeux sont enfoncés à cause d'éveil, notamment. Donc l'éveil, c'est le fait de veiller, de rester éveillé toute la nuit pour travailler. Puis on nous parle également des terribles réactions. Donc avec l'hyperbole ici, terribles réactions. Mais ces terribles réactions sont le résultat de sentiments violents, antithétiques. D'un côté, l'espoir toujours déçu, qui, malgré tout, est toujours renaissant. Donc ici, on a l'hyperbole avec la redondance de l'adverbe toujours. Et le parallélisme, espoir toujours déçu, toujours renaissant, qui nous montre bien les hauts et les bas par lesquels passe le personnage. La phrase suivante, « Le jaloux fanatisme qu'inspire l'art ou la science se trahissait encore chez cet homme par une singulière et constante distraction dont témoignaient sa mise et son maintien en accord avec la magnifique monstruosité de sa physionomie. » Donc la phrase s'ouvre sur une métaphore hyperbolique, le jaloux fanatisme, qui vient ici qualifier le travail du chercheur, donc jaloux parce que le chercheur ne peut s'adonner à autre chose qu'à ce travail, et c'est en plus mis en emphase par le terme fanatisme, qui montre bien que le chercheur se donne corps et âme à ce travail de recherche. Donc impossibilité pour le chercheur, pour le scientifique de faire autre chose. Cette phrase est d'ailleurs construite au présent de vérité générale, encore une fois, avec le verbe qu'inspire. Le passage se conclut enfin sur une antithèse. On nous évoque la magnifique monstruosité de cette physionomie. Donc le scientifique ici est atteint dans sa chair par la science et par la recherche, ce qui fait de lui un monstre physique mais magnifique par son intelligence. Donc sa passion pour la science vieillit et soumet Balthazar Claës. On le voit comme un être décrépit et obsédé par la recherche. Il fait vraiment corps avec la science. Pour finir, Balzac évoque la négligence de son personnage, mais une négligence qui est l'image même du génie. Donc dans ce passage, Balzac décrit le reste du personnage de manière plus désorganisée, comme pour mimer la négligence de Claës, donc pour faire que le texte et cet aspect désorganisé du texte ressemblent physiquement au personnage. Et on commence avec les mains, dont on nous dit « Ses larges mains poilues étaient sales, ses ongles
longs avaient à leurs extrémités des lignes noires très foncées. Donc ici, les mains sont qualifiées par 3 adjectifs, large, poilu, sale. Donc 3 adjectifs qui sont loin d'être amélioratifs. Puis nous avons les ongles qui sont aussi remarqués pour être sales. On nous dit d'eux qu'ils ont des lignes noires très foncées à leurs extrémités. Ici, Balzac met en évidence la négligence hygiénique du personnage, premièrement. Puis il poursuit en abordant la tenue de Claës avec tout d'abord les chaussures. On nous dit ses souliers ou n'étaient pas nettoyés ou manquaient de cordon, avec un parallélisme qui ne laisse aucune place au positif. Donc les souliers sont ou pas nettoyés ou manqués de cordon. Donc voilà, il n'y a pas de solution. À aucun moment il ne porte des chaussures correctes. Phrase suivante. De toute sa maison, le maître seul pouvait se donner l'étrange licence d'être si malpropre. Donc ici, l'hyperbole de toute sa maison nous fait bien comprendre qu'on parle du lieu, de la maison, mais aussi de tous ses habitants. Et dans tout cet ensemble, le maître seul, on voit d'ailleurs ici que le maître est mis à part, eh bien, il est le seul à être aussi sale. Il est vraiment mis au banc de sa propre maison. Et cela est dû à sa négligence. D'ailleurs, négligence qui est marquée par l'intensif « si » dans « si malpropre ». On sait que Balthazar Claës, au début du roman, est un chercheur très heureux en couple avec sa famille. Il vit très bien, il est très heureux. Puis vient à lui un mathématicien polonais qui l'engage sur son chemin de recherche, dans la recherche de l'absolu. Et à partir de ce moment-là, Balthazar va s'enfermer dans son laboratoire avec son valet et ne se donnera plus que à son art. Et donc on voit le personnage qui se dégrade ainsi, conduisant toute sa famille à la ruine notamment, engageant la mort de son épouse à un moment donné du récit. Donc Balzac enchaîne avec les habits de Claës. Voilà ce qu'il nous dit. Son pantalon de drap noir plein de taches, son gilet déboutonné, sa cravate mise de travers et son habit verdâtre toujours décousu complétaient un fantasque ensemble de petites et de grandes choses. Qui, chez tout autre, eût décelé la misère qu'engendrent les vices, mais qui, chez Balthazar Claës, était le négligé du génie. Donc ici, Balzac va évoquer les habits, alors en nous disant qu'ils sont pleins de taches, déboutonnés, mis de travers, verdâtres, toujours décousus. Rien ne va, rien ne semble aller dans cette tenue. Il n'y a aucun espace de propreté ou de netteté en ce qui concerne les habits du personnage. Balzac conclut d'ailleurs cet ensemble par l'expression « un fantasque ensemble de petites et de grandes choses », donc avec l'étrangeté qui est mise en évidence grâce à l'adjectif « fantasque » et l'antithèse « petite et grande » qui montre bien que tout ça est une espèce d'assemblage qui ne colle pas. Finalement, Balzac termine avec un parallélisme qui ne laisse plus de doute sur le caractère singulier du chercheur. Donc, qui, chez tout autre, eût décelé la misère qu'engendrent les vices. Alors ça, la misère qu'engendrent les vices, c'est référence à la débauche, que ce soit par exemple les alcooliques, les drogués, enfin, en tout cas, c'est l'image que l'on a au XIXe siècle de ces personnes qui sont sur le bord des routes, comme ça, des rues complètement délabrées et dont les vêtements sont qui ressemblent à ceux que porte Balthazar Claës. On a ensuite la deuxième partie de ce parallélisme avec l'opposition « mais » qui, chez Balthazar Claës, était le négligé du génie. Donc en citant le nom du personnage Balthazar Claës, Balzac nous montre bien que cela ne peut s'appliquer qu'à lui, et il n'y a que chez lui que cette débauche confine au génie. Dans ce portrait, Balzac va donc user de tout son art d'écrivain réaliste pour nous faire voir la figure vivante du savant du XIXe siècle, totalement absorbé par la science au point de s'oublier. Le savant fait corps avec la science, et on retrouve cette image du savant
chez Jules Verne, notamment avec le professeur Otto Lindenbrock, hein, l'oncle d'Axel, qui lui aussi est complètement absorbé par son art. Vous pourrez faire référence à ce portrait pour ouvrir sur ce texte. Après, vous pouvez aussi faire référence à d'autres savants fous que vous auriez croisés dans vos lectures, comme Frankenstein, comme le docteur Folamour, ou comme Emmett Brown, si on veut prendre une référence un peu plus comique du XXe siècle. Nom de Dieu!